Service central accident, bonsoir. Paris, 21h25. Tu peux m'expliquer en 2 secondes les circonstances, s'il te plaît? Donc ça serait une mère de famille, déposait dans son coffre une valise. Elle était piéton à ce moment-là, se fait percuter par un véhicule qui arrive. Ouais, qui arrivait à grande D'accord. vitesse. Et qu'il a coincé. Qui l'a traîné sur plusieurs mètres avant de prendre la fuite. Avant de prendre la fuite? Ouais. On maintient le lieu en l'état, on va sur place, on va sur l'accident. Alors attends, parce que... On va pas épiloguer 3 heures sur l'accident, on se saisit, on prend l'affaire. Alors, donc tu me dis, avec les graves, un piéton, on va considérer que c'est un piéton heurté et renversé. Hein. Est-ce que tu as des témoins sur place? Il y en a probablement, je peux pas te dire. D'accord. Je vais prendre le gilet pare-balles parce que si on part sur une interpelle, si on a... Rappelle le commissariat, tu demandes si un appel général a été lancé. Le temps est compté pour ces policiers spécialisés. Témoins, traces, indices, rien ne doit disparaître. Place de la Nation, angle Bouvines. Mais ce soir, il faut faire encore plus vite car le chauffard est en fuite. C'est bon de mon côté. C'est fréquent les délits de fuite? Pas mal, ouais. Le but est souvent de fuir les responsabilités, que ce soit une alcoolémie, que ce soit un défaut d'assurance, un défaut de permis, tout un tas de choses qui font que les gens préfèrent prendre la fuite et laisser quelqu'un mort par terre, ou pour mort en tout cas, plutôt que d'assumer leurs responsabilités. La maman, elle est dans quel état là? Je ne sais pas. Pas d'informations, on sait que c'est grave. Quand les policiers du SCA, du service central accident, sont saisis, c'est forcément grave. Monsieur, dame, bonjour. Vous pouvez me donner l'état sommaire? Pronostic vital engagé? Ok, merci. Hémorragie cérébrale, traumatisme crânien, multiples fractures. Dans le camion du SAMU, une femme de 49 ans, mère de 3 enfants, est entre la vie et la mort. Qui est le chef? La dame déposait son fils devant l'autocar qui, comme tous les dimanches soirs, devait le ramener au collège où il est interne. À partir de maintenant, le brigadier chef Rodéris va diriger l'enquête. Les policiers de l'arrondissement lui passent le relais. Un véhicule stationné ici. C'est sur le véhicule qu'on a marqué au sol. Oui, bien sûr. La dame se trouvait là. Elle fermait à clé la portière de sa voiture, côté conducteur, quand brusquement... Un véhicule qui est arrivé à tout à l'heure, qui a percuté la dame. Jusqu'au corps jusqu'à la tache de sang là-bas. Nous avons reconstitué l'accident. La voiture arrive à grande vitesse et double par la droite le flot des véhicules. Dans sa course folle, elle emporte la maman, la projette vers l'avant. Entre l'impact et la tache de sang, 32 mètres. Alors on a quelque chose, On n'a pas d'immatriculation, on ne sait pas si c'était 2, si c'était 1, si c'était un homme, si c'était une femme, on ne sait pas. Vous avez aucune information sur ce véhicule? Le seul truc qui est sûr, c'est que c'est une voiture claire, grise ou blanche. Et ça s'est passé super vite, mais... Au moment de l'accident, ces 2 témoins se trouvent dans la voiture orange. Le chauffard les double à toute vitesse par la droite avant de percuter la victime. Moi, j'ai repéré des bandes noires sur le côté de la voiture. Et sur le flanc de la voiture? Sur le flanc de la voiture, pas un pare-choc, vraiment quelque chose. C'est-à-dire de que quand vous me dites le flanc, qu'est-ce que vous entendez? là. Une bande noire de peinture, autocollant ou peinture. Peinture je sais pas. autocollant, d'accord. J'imagine ça comme étant une Volvo type 440 ou 480, une vieille voiture, mais C'est une vieille voiture, à votre avis? une voiture ancienne. Ouais, Maintenant, Et quand elle est arrivée, déjà, elle est arrivée très vite aussi. Hein. Ah oui, il était au moins à 100. Sans aucune exagération, il roulait très Elle était vite. prise, à votre avis, elle est accidentée dans le... Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un morceau de la voiture. Mais c'est... Comme signature, le véhicule en fuite n'a laissé que ces petits bouts de plastique. Arnaud, on a des objets du véhicule en fuite. On va les mettre sous scellé. Hein. Plusieurs morceaux, il y a un autre petit morceau là. Bon, il y a des morceaux déplacés. Il y a un témoin qui a déplacé, les morceaux se trouvaient par là. Les policiers scrutent le bitume à la recherche du plus petit des indices. Tu vois, regarde, Sophie, il y a un tout petit bout de plastique avec une trace de pneu derrière, donc tu vois... Ils sont photographiés, ils seront analysés. Un débris, même en miettes, peut finir par parler. Moi, je pense que si le mec il percute... Tandis que les investigations se poursuivent, les médecins s'évertuent à retenir la vie qui s'enfuit. Le fil est si fragile qu'une heure après le choc, la victime n'est toujours pas transportable.
Son mari arrive sur les lieux, mais il n'est pas autorisé à la voir. Monsieur, vous voulez aller dans un camion pour vous tenir au chaud, là, dans un camion... Pour l'instant, c'est pas possible. C'est pas possible. Venez avec nous dans le camion de police. On va vous mettre au chaud, mais vous êtes sûr? D'accord. Est-ce qu'on a des caméras ici? Il faut qu'on demande s'il y a des caméras sur la place de la Nation. Une caméra surveille en permanence la place de la Nation. Elle a peut-être filmé l'accident. Pendant une petite minute, le mari peut voir sa femme. Le chef Rodéris poursuit ses investigations pour retrouver le chauffard. Il inspecte la voiture de la victime. Apparemment, dans le choc, seul le rétroviseur a été cassé. Là, il y a une trace de frottement. Là, il y a un bon frottement qui récent. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais ce léger frottement pourrait devenir la pièce d'identité du véhicule en fuite. On a trouvé une trace de peinture ou de frottement sur le véhicule. On va le protéger, on va demander à l'identité judiciaire de faire des prélèvements. Il y a des marques de véhicules qui ont tel type de peinture, donc voir tout ce qu'on peut retrouver à partir des traces qu'on... Il y a des caméras sur la place? Là, il n'y a pas de caméra qui enregistre, il n'y a que des caméras qui filment mais qui n'enregistrent pas. Donc rien n'a été vu à ce stade, mais on va voir, on va demander à l'état-major entre la place de la Nation s'il y a quelque chose de spécial qui a été remarqué par rapport à la conduite d'un véhicule. Mais c'est une aiguille d'une meule de foin là, à ce niveau-là. Mais toutes les enquêtes commencent comme ça souvent. Et maintenant, tout ce qu'on espère, c'est que ça se passe le mieux possible pour madame. 2 heures après l'accident, les médecins décident que la victime est enfin transportable. Mais son état est toujours critique. En un mot, elle va pas bien, elle a eu un énorme traumatisme. On Elle va pas très bien. Voilà. Dès que vous savez où on va? Au cabé? C'est sûr? Réveil, ouais. Ok, on part dans 5 minutes. Ça marche? Ok, ok, merci. Le mari de la victime n'est pas en état de prendre le volant. Les policiers décident de le conduire à l'hôpital. Vous avez pu la voir un petit peu? Oui, mais je sais pas si... On n'entend pas, rien. Je vais pouvoir vous dire quelque chose pour vous réconforter. Je veux dire, monsieur. Je crois que la parole... Des motards nous ouvrent la route. Gyrophare enclenché, nous suivons le SAMU vers l'hôpital à bord d'une voiture de police. Quand sur la gauche, une voiture grise tente de nous doubler. Lui, il m'a gavé, lui. Furieux d'avoir dû renoncer, l'automobiliste nous klaxonne. On reconforterait que vous mettrez... Il a un problème, cet abruti? Heureusement que j'ai pas le temps. Heureusement que j'ai pas le temps. Mais finalement, il réussit à s'infiltrer en nous doublant par la droite. Oula! Oh, dommage que j'ai le monsieur. Allez-y, bloquez-le si vous voulez. Non, mais vous êtes... Vous avez vu ce qu'on fait devant les véhicules de police, hein? Oui. Ah, il a de la chance, on va te relever le numéro. C'est fait. Tu l'as? C'est bien, on va voir ça. Vous voulez jouer au cacou? Ils sont complètement fous, les gens. 2 minutes plus tard, ralentissement sur le périphérique. Ah bah, il y a eu un carton. Un dimanche soir ordinaire à Paris. Ça y va, ça y va. Venez, monsieur. La victime est admise en réanimation au Kremlin-Bicêtre. Si elle survit, elle ne quittera pas l'hôpital avant de longs mois. Oui. Maman a eu un accident. Maman a eu un accident. Pour les policiers du SCA, la course contre la montre continue. Moi, je compte sur 48 heures, en général. Si au bout de 48 heures, vous n'avez pas de piste? Les chances s'amoindrissent automatiquement. Mais dans les 48 heures, on a encore des chances de trouver. Que ce soit un appel à témoins, même par voie de presse, demain, qui peut être lancé. Toutes les pistes sont de toute façon utilisées. On ne peut pas se permettre de dire
On ne va pas faire ça parce que ça ne mènera à rien. On le fait, on verra ce que ça amènera. Et malheureusement, il y a des délits de fuite qui n'amènent pas à l'identification de l'auteur. Je crois que c'est aux urgences. C'est bon, monsieur, ça se stabilise. Ça se stabilise. Quand le médecin vient de me le dire, c'est mieux qu'au départ. Je vous dis à demain. Oui, à demain. Et Merci, bon courage. Merci, c'est gentil. Les auditions des premiers témoins ont duré tard dans la nuit. Le lendemain, quand le brigadier chef Rodériz reprend son service, la famille de la victime est déjà là. Monsieur, vous êtes tous ensemble? Oui. Moi, je suis un ami, le fils. Un ami très, Bonjour. un ami très proche, Comment va votre femme? toujours dans le coma. Qu'on a provoqué ou... Les deux. Il y a un mieux, il n'y a pas de mieux? Pour l'instant, il n'y a pas de mieux. Je crois qu'ils l'ont opéré hier soir, non? On peut rester mieux, oui. L'hématome s'est résorbé ou... Non, pas encore. Pas encore. Je vais me préparer, je vous reçois après, d'accord? Pour l'enquête, l'audition qui va suivre est peut-être décisive. Le policier va entendre le fils de la victime âgé de 15 ans. Il n'était qu'à quelques mètres de sa mère au moment de l'accident. Vous avez été témoin oculaire de l'accident dont votre mère était la victime, c'est ça? Malheureusement. Vous avez 15 ans, hein, c'est des moments où vous voulez vous arrêter ou prendre l'air, vous le dites. Alors on va commencer d'abord de façon chronologique. J'ai entendu une voiture qui arrivait vite, je me suis retourné et là j'ai vu, tout ce que j'ai vu c'est ma mère qui était en l'air, quoi. À ce moment-là j'ai pas compris que c'était ma mère. Donc vous voyez qu'est-ce que vous voyez alors? C'est une masse sombre à franchement 2 voire 3 mètres de hauteur. Et qui part en avant, c'est ça? Sincèrement, et qui part en avant. Après j'ai un flou, je la vois pas retomber mais je la vois au sol. D'accord. C'est clair que cette image-là par contre elle est pas floue. Et la voiture, entre-temps, vous la voyez, vous la regardez, vous la suivez? Non, Non, j'ai vous pas la fait zappez attention. complètement. Le seul truc, c'est que quand je suis arrivé auprès de ma mère, j'ai levé les yeux et j'ai vu une voiture à 5 bons mètres. Une voiture noire. Noire ou sombre? Noire, bleu nuit. En tout cas, pas ni blanche ni beige. Ah non, ça non. C'est une petite citadine. Clio 2, une Golf. Je peux pas affirmer parce que, si vous voulez, j'ai vu que l'arrière, j'ai levé les yeux, j'ai vu la voiture, mais ce qui m'intéressait, c'était ma mère. Sous le choc, Benoît n'a pas bien regardé la voiture. Sa description est vague, les premiers témoins la voyaient claire, lui l'a décrit petite et sombre. Le temps passe et Jean Rodériz ne sait toujours pas quelle voiture il doit rechercher. Les indices sont vraiment minces. Maigre. Surtout si on n'a pas la marque. Ah, on n'a rien, on n'a pas la plaque. Si on avait eu des bouts de verre, on aurait pu trouver l'optique, on aurait pu trouver la marque du véhicule. Même au sol, on n'a pas de traces de freinage spécifiques, on ne peut pas identifier les pneus non plus. On ne sait pas s'il y a un conducteur, s'il y a une femme conductrice, s'il y a plusieurs occupants, on ne sait rien. L'enquête piétine, mais pour l'instant, Benoît veut voir son grand frère qui vient d'arriver au commissariat pour être lui aussi entendu par les enquêteurs. Ça sera à moi, là, vous m'apportez des faits d'un... Je souhaite qu'on le trouve et qu'il paye. Et qu'il paye parce que c'est pas normal que les gens sur la route ils fassent n'importe quoi. C'est pas normal qu'il y a des mecs qui prennent la voiture sans faire attention, qui ne pensent qu'à eux. Et ce mec-là, je suis sûr, il a rien. Ce mec-là, il n'a rien, sa voiture n'a quasiment rien. Mais en attendant, ma mère, elle est à l'hosto. Elle est en réanimation et on ne sait pas si elle va se réveiller. Ça, je trouve pas ça normal. Je veux qu'il sache ce qu'il a fait. Je veux qu'il sache qu'il a certainement gâché la vie à ma maman pour très longtemps. Si elle s'en sort sans problème, parce que mine de rien, le cerveau il a été touché, on n'est pas sûr qu'elle se... Même si elle se réveille, qu'elle se réveille bien, tant mieux. Mais si elle finit en légumes... Du haut de ses 15 ans, Benoît résiste tant qu'il peut, soutenu par son grand frère. Oh, j'ai trop tôt. Elle n'est pas partie encore. Elle n'est pas partie encore, maman, elle est là. Hein? C'est pas
soit là, parce que dans 4 mois, tu vas être mauvais, toi. Ouais. Maman sera grand-mère dans 4 mois. Il faut qu'elle soit là. Hein? Son premier petit-fils ou petite-fille. Le premier, elle a attendu. Allez renverser une mère de famille et vous regardez dans la glace après en vous disant j'ai rien fait, c'est pas de ma faute, ça pouvait arriver à tout le monde. Oui, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui s'en va. Il est temps de se présenter à la police et de dire voilà, moi j'ai fait ça, je suis prêt à l'assumer et que ce sera pas réparer la chose, mais que ce sera déjà pour lui être un peu moins lâche. Pas question pour les policiers d'attendre que le chauffard vienne peut-être se dénoncer. L'enquête continue, tout le service se mobilise. Il faut trouver un témoin qui en a vu davantage. Une première équipe retourne place de la Nation. Alors on va faire la première entrée. Les policiers vont sonner à toutes les portes des appartements qui surplombent les lieux de l'accident. La tâche est ingrate, mais elle peut être utile. Je viens vous voir pour vous demander si vous auriez eu connaissance d'un accident corporel grave de la circulation routière survenu dimanche 15 dernier. Non, pas du tout. Non. Bon. Je vais vous laisser mes coordonnées avec le numéro de la procédure. Madame, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vais vous laisser avec ma collègue. Pourquoi c'est pour moi? Non, pour un renseignement. Ouais. Mais il y a dans les meubles aussi. C'est quoi comme caméra ça? Alors si certains vous ont reconnu, moi je ne sais pas qui vous êtes. Je vais vous demander votre nom. Je suis José Dagnan. Et c'est moi qui ai fait les rois maudits pour le cas où vous auriez vu, ou en tout cas vous en auriez entendu parler. Est-ce que vous étiez chez vous dimanche aux alentours de 20h45? Pas du tout. Moi, vous savez, j'entends parler de rien, pour vous dire la vérité. Je suis metteur en scène, je suis en permanence dans la fiction, et je pars le matin tôt, et je rentre le soir très tard. Donc, Mais c'est vrai. c'est un accident grave? C'est un accident grave, oui. Pourtant j'étais là. Avec des morts, des décès? Avec une personne... Au même moment, à 1 heure de Paris, une deuxième équipe raccompagne Benoît, le fils de la victime, à son internat. Plusieurs dizaines d'élèves étaient présents la veille, place de la Nation. Les adolescents veulent aider les enquêteurs, mais entre ceux qui ont vu, ceux qui croient avoir vu, et ceux qui n'ont rien vu mais supposent beaucoup de choses, il faut faire le tri. À ce moment-là, vous avez vu ce que faisait la voiture? La voiture, alors je suis sûr quasi sûr que sur la plaque, il y avait un 93 à la fin. Ça devait soit être une Volkswagen ou soit une Renault. C'est sûr le 93 ou... Quasi sûr. C'est quoi quasi sûr? Quasi sûr. J'ai vu, il me semble avoir vu 93 sur la voiture qui avait percuté la personne. Moi, ce que je veux, c'est pour ça que je veux qu'on en parle avant, ce ne sont que des certitudes ou des doutes, mais qu'on marque en tant que doute. Comme par exemple le fait de nous dire, elle a un 93, je me souviens du 93. Ouais, je me souviens du 93. Ça fait que dans tous les cas, on va exclure de l'enquête toutes les autres immatriculations. Ouais. Prenez la responsabilité de la certitude d'un 93. Ce qui fait que si c'est un 92, un 75, on ne va pas le rechercher. Vous avez la certitude de ce 93 ou pas? Je ne l'affirmerai pas, ça c'est certain, je ne l'affirmerai pas. Mais on a pu aussi vous le dire. On me l'a dit après. Et d'après les dires des autres témoins, eux aussi avaient cru voir 93. D'accord. Pour vous, la voiture... est bleue, marine, et je pense que toutes les personnes que vous allez interroger vous diront la même chose. Parce que nous, on a des témoins qui la voient grise. Grise? Ils sont peut-être daltoniens. Qui sait? Qui, alors voilà, mais qui... C'est mal parti. Depuis la veille, entre le trajet en car et les couloirs de l'internat, les jeunes se sont beaucoup parlé, beaucoup influencés. Il n'est plus possible de savoir qui a réellement vu quoi. Donc, vous étiez où? Qu'est-ce que vous avez vu? C'était une petite citadine. Une Golf, une Clio. Une Renault bleue, de couleur assez foncée, je pense que... Et apparemment, en discutant entre nous, c'était une Mégane. C'était une Renault. Je vous demande que ce que vous avez vu. Elle ressemblait assez à Renault, la Velsatis. Il a pensé à une Opel Astra. Il n'a pas pensé à une Golf. C'est pas une 307, c'est pas les nouvelles Mégane. Ça pourrait être les anciennes Astra, une Golf 4, un truc comme ça. En gris métal. Il n'y a rien qui va. Golf, Mégane, Velsatis, Opel, Volvo, toutes les marques de voitures et de couleurs défilent. À croire que les policiers vont devoir éplucher l'ensemble du parc automobile français. Il y en a beaucoup qui voient cette voiture bleue, mais d'un autre côté, on a 3 personnes qui ne se sont pas vues, qui ne se sont pas parlé, qui ne se connaissent pas,
qui parle d'un véhicule gris, qui pourrait être une Golf ou qui pourrait être... donc il est aussi à prendre avec parcimonie les déclarations de 7 ou 8 ou 10 ados qui sont ensemble, qui peuvent s'échanger des informations, à côté de 3 personnes qui disent la même chose, qui ne se sont pas parlé, c'est à prendre en compte. Monsieur, bonjour. C'est le service central des accidents de la préfecture de police de Paris. Place de la Nation, l'enquête de voisinage continue. Mais au fil des étages, l'espoir d'un résultat s'envole. Rien vu, rien entendu, je ne sais même pas de quoi vous me parlez. Madame, bonsoir. Dimanche soir, on était là. Vers l'heure que vous me dites, on devait être en train de faire la vaisselle, mais vous ne voulez pas entrer, c'est quand même... Madame, bonsoir. Je suis la nounou, donc j'étais pas là. Donc, Dimanche soir, vous n'étiez pas là. Ah ben voilà. Mademoiselle, madame, bonsoir. Rien vu, rien entendu. Dans tous les immeubles, la réponse sera la même. 24 heures après l'accident, la victime est toujours dans un état critique. Qui l'a renversée? Dans quelle voiture? Les policiers n'en ont pas la moindre idée. Pour le moment, l'enquête fait du surplace, mais les enquêteurs ne vont pas s'arrêter là. Ils ont d'autres pistes à explorer. Mylène est une miraculée. Il y a 10 mois, un accident lui a fait frôler la mort de très près. Mylène a 20 ans, elle vit près de Bourg-en-Bresse, dans la région lyonnaise. J'avais jamais vu la Tour Eiffel, j'avais jamais vu Paris. Mon fiancé avait décidé qu'il fallait que ce soit avec lui que je vois la première fois la Tour Eiffel. On était partis à 5h du matin. Donc on avait préparé la veille les plans, des endroits où on allait voir, visiter. On était des vrais enfants, des vrais petits mômes. Et là, à ma grande joie, j'ai vu le panneau de la Tour Eiffel. J'étais toute excitée, j'étais toute contente. Alors il me disait que j'allais bientôt la voir. Et c'est vrai que j'arrêtais pas de rigoler, de crier de joie. Et donc là, on est arrivé vers un embranchement de l'autoroute. Et Emilien a tourné la tête en me disant « Regarde ce fou qui roule vite ». Et donc là, en fait, il nous a percutés. Mylène et Emilien roulent normalement sur la voie de droite quand un conducteur lancé à 177 km/h leur coupe la route en les doublant. Il a 2,75 g d'alcool dans le sang. Il sort indemne de l'accident. Pour Mylène et Emilien, c'est tout autre chose. La voiture s'est mise à tourner. Emilien m'a regardé en me disant « Je t'aime ». On a franchi la barrière de sécurité pour après ensuite foncer contre 2 arbres. Emilien est décédé suite à ses blessures. On a été obligé de me désincarcérer. Je me rappelle juste d'une phrase, c'est elle part. Et après, je suis tombée dans le coma. Emilien venait d'avoir 20 ans. Mylène revient sur les lieux du désastre pour la première fois. Moi, Emilien, il est resté là. Enfin, on s'est séparés ici, on est partis chacun de notre côté. Moi à l'hôpital, lui à la pompe funèbre. Quand les témoins sont arrivés, on avait la main dans la main, comme si on ne voulait pas qu'on nous sépare. C'est pas de lui-même qu'il a lâché ma main, mais c'est l'espoir. C'était une séparation éternelle. C'est dans ce bosquet, entre 2 arbres, que la voiture d'Emilien et Mylène s'est immobilisée. Il a fallu 1 heure au secours pour les désincarcérer. Je sais que c'est bête, mais j'aimerais retrouver des objets. Je sais que c'est impossible, mais des objets qui nous appartenaient, des porte-clés, C'était un porte-clés en fait qui rassemblait 2 cœurs et qui nous rassemblait. Mais c'est vrai que je me dis que c'est impossible. Enfin, je les retrouverai pas. C'est malheureux de se dire qu'il reste que ça, enfin, que des bouts de pare-choc, des bouts de...
C'est une barrière cassée, les arbres détruits. On allait pour découvrir Paris, pour être heureux, et ça s'est terminé en cauchemar. C'est horrible que notre histoire ait fini comme ça. Mylène s'est réveillée après 12 jours de coma. Quand au bout de 2 mois, elle quitte l'hôpital, son bras gauche est paralysé. Elle passera 1 mois et demi en centre de rééducation à tenter de récupérer l'usage partiel de son bras gauche. Je fais tout d'une main, parce que si je fais de l'autre main, en fait, il y a des catastrophes. Soit ça tombe, soit... Là, ça va, c'est de l'eau froide, mais si c'est de l'eau chaude, ça tombe sur ma main, et comme j'ai pas de sensibilité, je me brûle. Au niveau du gaz, c'est un peu pareil. Je peux pas le tourner avec la main, j'y arrive pas. Sinon, pour manger, j'évite de me faire trop de viande ou trop de... parce que je peux pas y couper. Je cache mon handicap au maximum. Je veux pas qu'on s'aperçoive que je suis handicapée. Juste ce mot, ça me frustre. Le mot handicapé. Non, je veux pas. Je veux pas. Je veux pas dépendre des autres, je veux pas qu'on me plaigne. Je me dis que moi, c'est un bras et mon fiancé, c'est la vie qu'il a perdue. Donc, au fond, c'est vrai que j'ai eu de la chance et cette chance, je la maudis parce que j'aurais voulu qu'il y ait un peu de chance pour Emilien, que la chance se partage en deux. Cérémonie du 11 novembre à Césaria, près de Bourg-en-Bresse. Dans ce village, Mylène était pompier volontaire. Depuis l'accident, Mylène souffre de séquelles cardiaques. Son cœur bat trop vite, elle n'a même plus le droit de courir. Entre son bras et son cœur qui s'emballe, Mylène a dû renoncer à sa passion, à sa vocation. Pompier volontaire au secours des autres, pendant 2 ans, elle est intervenue sur des dizaines d'incendies et d'accidents de la route. J'ai mal. Je m'imagine en tenue à avoir froid, à me frotter les mains parce qu'il fait froid dans la tente. Et je suis de l'autre côté du miroir et c'est pas évident. C'est dur. C'est ma famille. Je les aime. Jusqu'à aujourd'hui, Mylène n'avait pas eu le courage de revoir ses pompiers. Il me manque beaucoup. Je vous fais pleurer. Mylène, Vous êtes bien beau, hein? on sera encore plus gros si t'étais avec nous. Ça va, Mylène? Mylène devait passer le concours de pompier professionnel. Forcée de renoncer, elle prépare aujourd'hui une école d'infirmière. Je voudrais bien faire un pompier, puis si j'y arrive pas, je vais partir dans l'humanitaire, en Afrique. Ah ouais. J'ai envie de respirer cette fumée, enlever le casque qui est tout noir, avoir l'odeur qui nous poursuit pendant... Après prendre une bonne douche, on sent encore. On sent encore. On sent encore. Là, j'ai vraiment perdu un bout de moi. Je vois un camion de pompiers, Elle avait la niaque, quoi. Elle avait vraiment les capacités. Et physique et mentale. D'ailleurs, pour t'en parler, ça me fout le boule. Parce que, excusez-moi, elle paraît fluette comme ça, la petite, mais je vous garantis que c'était quelqu'un. Hein. Faut pas baisser les bras. Faut pas baisser les bras. Et pour nous, et pour lui, quoi. Et pour toi aussi, c'est une bagarre continue. Hein. C'est toujours une bagarre. Et ouais. Mais je suis contente de vous voir tous. Vous êtes tous beaux, habillés comme ça. L'accident a emporté la santé, le métier et l'amoureux de Mylène. Les parents d'Emilien ont perdu le plus jeune de leurs 2 fils. La façon dont ils ont appris sa mort n'est pas vraiment délicate. On était en course avec Sylvette, et puis vers 10h moins le quart à peu près, ça m'a étonné qu'il n'ait pas donné un coup de fil comme quoi ils étaient arrivés, quoi. Donc j'appelle sur son portable et ça n'a pas répondu. J'ai appelé sur celui de Mylène et ça n'a toujours pas répondu. Donc on est revenu vite de course, j'ai écouté le répondeur, quoi. Puis là c'était pas la voix d'Emilien, quoi. C'était le peloton autoroutier qui cherchait à identifier le conducteur de la Fiat Punto immatriculé XS01. Ce message, ils l'ont partiellement conservé. Aujourd'hui, à 9h52. Bonjour, le peloton autoroute. On cherche à identifier le conducteur d'un véhicule Fiat Punto XS01.
message poursuivant en disant victime d'un accident sur l'autoroute, de les rappeler rapidement. On aurait été dans un petit pays, je pense que c'est le maire qui se déplace. Mais là, on est à 500 mètres de la gendarmerie, 500 mètres de la police municipale, 500 mètres de la police nationale, et personne ne se déplace. Là, c'est un peu inadmissible. Puis même qu'il n'y ait personne pour nous accompagner. Jean a pris le volant comme il a pu. Il a conduit sa femme et les parents de Mylène jusqu'au lieu de l'accident, à 450 km de chez eux. Et une fois sur place, on nous a dit que le corps d'Emilien était au funérarium de Fontainebleau. Et ils m'ont dit, écoutez, vous sortez, vous prenez au rond-point à droite, puis c'est tout droit, mais le funérarium a déménagé, on ne sait pas où il demeure maintenant, vous demanderez sur place. Voilà. Donc on est reparti pour essayer de voir Emilien. Et bon, demander, demander le funérarium comme ça, des personnes qui passent, c'est pas évident non plus. Sachant que vous n'allez pas en touriste, je veux dire, vous allez voir votre fils qui est là-bas, c'est pas facile. C'est après coup quand je dis comment on a pu tenir le choc. C'est maintenant, moi, je me dis que la haine, elle est venue parce qu'on dit c'est pas normal qu'on ait pu nous accueillir comme ça, nous aider. Il n'y a eu aucune aide, il n'y a eu rien eu. C'est vrai qu'on est tellement dans la détresse que on agit un peu comme des automates. Ah des automates, on pense à rien. Et vous vous êtes senti abandonné? Ah complètement. Complètement. Une solitude qui dure et une vie qui bascule. L'accident pour les victimes, c'est d'abord la douleur, mais c'est aussi des problèmes financiers et des tracas administratifs. Quand Mylène est sortie de l'hôpital, la seule personne qui s'est présentée à elle, c'est l'assureur de la voiture. L'assurance est venue me voir pour me dire qu'il fallait que je prenne un avocat. Et c'est vrai qu'il m'a dit que l'avocat, il fallait que je le prenne soit avec son assurance, ou sinon j'allais devoir payer de ma poche un avocat, en sachant que je ne travaille pas. Donc ça me paraît difficile. Donc pour moi, le choix était vite fait. L'avocat de Mylène est donc celui de l'assurance. En 10 mois, elle l'a vu une fois pendant une demi-heure et elle a dû faire 500 km pour le rencontrer. À moins de 2 semaines du procès, toujours aucune nouvelle de cet avocat. Sa sœur, inquiète, a pris rendez-vous avec un avocat proche de chez elle qui gère fréquemment ce genre d'affaires. Bonjour, entrez, je vous en prie. Ah, à gauche. L'entretien va durer plus de 2 heures. Et puis on va regarder tout ça. Ce qui est urgent à mettre en place, c'est surtout une aide, c'est-à-dire qu'elle sente qu'elle n'est plus toute seule dans son combat contre les compagnies d'assurance, dans son combat contre le prévenu. Elle a déjà subi un très gros traumatisme et elle est obligée d'essayer de se dépêtrer toute seule dans une procédure judiciaire avec, au bout d'une dizaine de mois, une citation devant le tribunal qui tombe pour dans 10 jours, dans 15 jours, et on ne sait pas ce qu'il faut faire. Mon sentiment, c'est d'être soulagée. C'est un gros poids qui s'enlève, parce que c'est vrai que le procès approche et j'appréhende énormément. Et c'est vrai que là, d'avoir pu parler, et je me suis sentie comprise et on nous a éclairés sur plein de choses. Enfin, c'est vrai que là, ça fait plaisir. Vous êtes émue ? Non, mais c'est toujours avoir cette impression de se battre, quoi. Alors que Mylène, elle est victime et c'est toujours elle de se battre pour avoir des renseignements à droite, à gauche, pour savoir comment ça va se passer. Je sais pas, moi je trouve ça vraiment compliqué, quoi. C'est vraiment injuste. On devait prendre un appartement en décembre. On en parlait régulièrement et puis on s'imaginait de temps en temps le soir dans la télé, enfin... C'est dur de se retrouver toute seule. Je passe des heures de temps en temps devant sa photo à lui parler. Il y a toujours des petits moments dans la journée où il y a des choses qui font penser qu'il n'est plus là. C'est vrai que passé un temps, quand ça allait pas, je prenais un cachet pour dormir et à 7 heures, je dormais. Je me réveillais le matin, ma soirée était passée. Maintenant, j'arrive à me coucher un peu plus tard. J'écoute beaucoup la musique, j'écris, j'exprime mes coups de cafard, mes souvenirs. J'écris beaucoup, beaucoup. À toi
toi seule, j'étais ta crevette. À tes yeux, j'étais parfaite. Tu rêvais que mon ventre devienne rond, et aujourd'hui, ton âme s'est envolée vers l'horizon. Quel est cet homme qui t'a enlevé la vie? Nos mains se sont séparées. Mes cauchemars à moi ne sont pas éphémères. Pour garder en nous nos instants magiques. Toi là-haut qui me surveille, emmène-moi envoler au soleil. Demain matin, Mylène va quitter son abri perché dans la montagne, refaire la route à l'envers jusqu'à Melun, près de Paris, et assister au procès du chauffard. Retour à Paris au service central accident. Nous sommes mardi, 2 jours après le délit de fuite de la place de la Nation. La maman, grièvement blessée, est toujours dans un état critique. Quant au chauffard qui l'a fauché, il est encore dans la nature. Ces 3 policiers sont désormais chargés de l'enquête. Pour identifier le chauffard, ils vont explorer une nouvelle piste. Les petits bouts de plastique tombés du véhicule en fuite. Là, il y en a 6. Ça, c'est les morceaux. Sur le côté de 1-6. Le meilleur moyen de savoir à quelle marque de voiture ils appartiennent, c'est de demander à un carrossier. Ils essayent de savoir à quelle voiture ça pourrait appartenir, ça. Oh, bon, alors là... Ça va être un. Vous avez pas réussi à trouver une petite inscription d'un logo Fiat, un machin, un Peugeot, un... Il y a des RRZ. Où c'est que vous avez vu ça? Sur cette pièce-ci. Tu sais, du R comme ça, t'as pas d'une bagnole, une anglaise, un truc comme ça. Tu sais, right, left. Ou une Honda, une japonaise ou un truc comme ça. Oui, c'est un peu de rover. Un rover, hein? Ouais, parce que souvent quand il y a marqué comme ça, avec des R, des right, left... Ça ressemble un peu, ça. Mais vu la forme qu'il y en a, mais là, ouais. Je crois que c'est plutôt rover, ça. Les 200 et quelques, là, les anciennes. Vous pourriez faire, vous avez la possibilité de faire ça. C'est de contacter les concessions et leur demander si ça, c'est ce début-là, ça correspond à de la référence, à un système de référencement chez eux. Des HH, ça pourrait être en référence pièce. Rover, une piste de plus. Une marque de voiture qui n'apparaissait pas dans la longue liste citée par les témoins. On a une Rover là-bas? Coup de chance pour les policiers, il y a justement une Rover garée dans la rue. Ah ouais. Le petit décrochage, ça serait presque plus celui-là, il irait dans l'autre sens. Il est plus arrondi de ce côté-là. Mais dans cet esprit-là, quoi. Ouais, je vois, ouais, ça ressemble pas mal. Ah, c'est un boulot de fourmi, de toute manière, ce que vous avez là. Eh ben, on va taper dans la fourmilière. Ah bah ouais, là, on va milliarder. De toute façon, on n'a pas le choix, faut bien qu'on le trouve. Vous n'avez pas le choix, ouais. À l'évidence, il y a un air de famille. Les bouts de plastique ressemblent à la finition phare de cette Rover. Cette fois, les enquêteurs tiennent peut-être une piste. Pour en avoir le cœur net, ils vont se rendre chez le concessionnaire. Et grâce à ces quelques lettres, à ce bout de référence sur un morceau de plastique, ils connaissent enfin l'identité de la voiture. Ça va soit sur la Rover 200, soit sur la... Et quelle année on peut viser? Sur quelle période? 96, parce qu'il y a eu des séries qui ont été jusqu'à 96. Je pense que là, ce sont des éléments matériels qui sont sérieux, sur lesquels on peut s'appuyer. À partir de là, on peut continuer sur cette piste. Enfin une certitude, c'est donc une Rover qui a percuté la mère de famille. Reste à savoir laquelle, car si les débris ont parlé, ils ne disent pas tout. Ce serait ça, oui, c'est ça. Et la 400, c'est le même modèle que ça? Ouais. Les policiers vont maintenant interroger leurs fichiers pour savoir combien de voitures de ce type ont été commercialisées entre 1992 et 1996. Bon, on a du boulot, parce que sur le plan national, on a déjà plus de 88 000 qui correspondent déjà au profil. Donc on va resserrer quand même. Alors en plus, Paris, petite couronne, à peu près 8 000 véhicules. C'est mieux que 88 000. On va déjà s'atteler sur les 8 000. Ça fait un paquet. Donc on va rechercher maintenant ceux qui ont pu être signalés volés à partir de la date de l'accident. Pour resserrer encore. Parce qu'on peut supposer que ça va être le moyen de défense. Si la personne sait qu'on avait pu identifier son véhicule, la première chose qu'elle va faire, elle va déclarer le vol. C'est un peu une façon de se... C'est pas moi, on m'a volé mon véhicule. Voilà, le véhicule est déclaré volé le 15. Date du vol le 15.
donc la date du jour de l'accident. Un véhicule dans le 93, donc déjà ça reste dans la région parisienne. Véhicule Rover 200, couleur blanche. Là on commence à tenir une piste vraiment très intéressante. Apparemment le vol a eu lieu sur le 20. Sur le 20 Oui. Le 20, c'est le 20e arrondissement de Paris, tout près de la place de la Nation. Mais ce n'est pas tout. Sur la plainte, on peut lire que le vol a eu lieu entre 22h et 23h30, c'est-à-dire plus d'1 heure après l'accident. Les policiers décident d'interroger sur le champ le propriétaire du véhicule. On va regarder à proximité du domicile de la personne qui s'est fait voler son véhicule si par hasard la voiture n'est pas dans le coin, la Rover. Donc à partir de là, on fait les parkings de voies adjacentes et ensuite, par contre, petite prise de contact avec lui. Mais d'abord, on réfléchira bien si c'est judicieux ou pas. Si le propriétaire a inventé cette histoire de vol, les policiers n'excluent pas que la Rover soit tout simplement stationnée devant son domicile. La Rover, là. Non, c'est une... Non, c'est pas l'immatriculation. J'ai bien jeté un petit coup d'œil avant parce que c'est le Rover, la rouge là-bas, non? Ah oui. Ouais. Bon, elle est rouge. Ça, c'est une grosse, une 600. Rien sur les parkings, les policiers vont sonner chez le propriétaire de la Rover. C'est ton frère qui l'a conduit en fait. Elle est de quelle couleur? Blanche. Elle est blanche avec du plastique gris sur le côté, tout autre chose comme ça. Mais alors elle était belle la voiture ou... Non. Elle n'était pas cabossée. C'est une vieille, mais la carrosserie elle est bonne. Elle est bien, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de rayures, il n'y a rien. Les policiers apprennent que c'est le fils âgé de 23 ans qui conduisait la voiture quand ce soir-là... Il a perdu les clés, il est revenu prendre les clés. Et quand il est arrivé? Et quand il est retourné, il me dit il n'y a plus de voiture. Et il était où quand il a... Il était à Paris. Il était à Paris et il ne sait pas où il les a perdus, il ne sait pas comment il les a perdus. Je ne sais pas. Je Voilà. ne sais pas comment je les ai perdus. Vous voulez le rencontrer? Il n'est pas là? Il est Non, sorti. il est sorti là. Par contre, pour demain par exemple. Il peut passer chez nous demain? Oui, je pense. Pour l'instant, on pense que les parents sont de bonne foi. On va quand même le convoquer demain pour connaître un peu les circonstances du vol, puis voir un petit peu si c'est cohérent, comment il a perdu ses clés. Les policiers n'ont plus qu'à patienter jusqu'au lendemain pour entendre le jeune conducteur de la Rover volée. Vendredi matin, 5 jours après l'accident, les policiers attendent le jeune homme quand le téléphone sonne. La Rover volée vient d'être retrouvée et elle est accidentée. Les dégâts précis? Pare-brise brisé, côté quoi? Pare-brise avant, complètement brisé. La voiture qu'on cherchait. Et il y a un choc avant-droit? Clignotant avant-droit arraché, capot enfoncé. Il y a un enfoncement avec de la peinture rouge. Arrière droit? De la peinture rouge, la même couleur que la voiture de la victime. Et à l'avant? Eh ben, la peinture rouge, la voiture même. Il faudrait vraiment garder le véhicule en état. Que les collègues ne touchent pas le véhicule. D'accord. C'est une option, oui. Ah non, c'est le plus gros. Vous n'avez pas la voie du plus gros? Ah bah oui. Ah bah je le connais. J'ai déjà vu. Le pare-brise, ils l'ont enlevé. La Rover a été abandonnée sur un parking de supermarché. Les ouvriers d'un chantier voisin ont remarqué sa présence dès le lundi matin, seulement quelques heures après l'accident de la place de la Nation. Sur la carrosserie, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose au niveau choc. On voit bien qu'il y a un choc à l'avant et sur le capot avant, mais pour pouvoir identifier avec quoi ça a frappé, j'en sais rien. Le camion est surgourbé. J'ai l'impression qu'ils ont bousillé le pare-brise pour pas qu'on puisse retrouver des traces sur le pare-brise. Pour les policiers, ce n'est pas le choc qui a pulvérisé ce pare-brise, sans quoi on aurait retrouvé le verre à l'intérieur de l'habitacle. Le chauffard a sans doute retiré le pare-brise volontairement pour effacer des preuves. On aurait pu découvrir éventuellement au niveau de l'impact avec la tête de la victime, si on des cheveux ou des choses comme ça, pour encore faire le lien. De ce côté, donc la trace rouge, qui pourrait être une trace provenant du contact avec le véhicule de la dame qui avait un véhicule rouge. Voilà. Cette peinture rouge va être prélevée, analysée et comparée en laboratoire. Enfin, les policiers sortent leur atout, les baguettes en plastique. Ça doit être celle-là, toi ici, elle est là. Ça irait là? Ouais. Ça va. Normalement, ça irait là.
La baguette correspond exactement à celle qui manque sur la Rover. Vous êtes content là? Bah oui. Maintenant on a le véhicule, il faudra savoir qui le conduirait. Qui le conduit? Pas le chauffeur maintenant. Si on a le conducteur, il y aura des poursuites. Au moins pour la victime, pour qu'elle ait la famille et qu'il y ait quelque chose derrière. C'est le plus important. Parmi tous les témoins, une jeune femme avait vu juste. Berline de couleur claire, blanche ou beige, avec des bandes noires sur le côté. La Rover va maintenant être passée au peigne fin pour tenter de découvrir de nouveaux indices. Au commissariat, les policiers attendent toujours le jeune conducteur de la Rover. Il devait se présenter à 10h, puis à 15h30. 2 fois, il fait faux bond. Il est 19h quand il arrive enfin, accompagné d'un copain. Regarde, rue Vauclin, c'est là-bas. Il n'y a pas de commissariat dans les rues. Le jeune homme est immédiatement placé en garde à vue. Bon, c'est pourquoi vous êtes là? Parce que je me suis fait voler la voiture à mon père. Donc je vais vous expliquer. Vous êtes en garde à vue à partir de maintenant. Pourquoi? Parce qu'on vous soupçonne fortement d'avoir causé un accident de la circulation le 15, dimanche soir exactement, en place de la Nation à Paris 11e. Et lors de cet accident de la circulation, d'avoir percuté et d'avoir blessé une personne. Nous ne sommes pas autorisés à filmer la garde à vue. Lors de ses auditions, le jeune homme aurait déclaré qu'il n'a jamais renversé personne. À l'heure de l'accident, il aurait affirmé être chez des amis à Paris. Après 30 heures de garde à vue, il est libéré. À sa sortie, nous tentons de le questionner. On va voir 2 secondes. Mais il s'enfuit. Il est libre, mais les policiers poursuivent leurs investigations. Pendant 1 semaine, ils cherchent à vérifier ou à faire tomber son alibi. La garde à vue, en fait, on a senti que l'emploi du temps de la personne n'était pas très précis et aléatoire. Donc ce qu'on a fait, on lui a demandé de le faire attester par des témoins. Et on s'est aperçu que tous les témoins qui nous amenaient, justement, nous confortaient dans la thèse que c'était pas crédible ce qu'on nous racontait. Et on a le sentiment aujourd'hui, quand je vous parle, que ce sont en fait des témoignages de complaisance. Une information judiciaire contre X vient d'être ouverte par le procureur de la République. Un juge d'instruction est désormais chargé du dossier et instruction oblige, la suite de l'enquête est maintenant soumise au secret. 2 mois après l'accident, la victime est toujours hospitalisée dans un état grave, mais sa vie n'est plus en danger. Si un jour le conducteur de la Rover est jugé, il risquera jusqu'à 5 ans de prison. Jour de procès au tribunal correctionnel de Melun. Mylène va faire face à celui qui a détruit sa vie. Quasiment 1 an, jour pour jour, après l'accident qui lui a fait frôler la mort et qui a emporté la vie d'Emilien, son fiancé, Mylène, sa famille et les parents d'Emilien arrivent soudés au tribunal. Ils attendent que justice soit rendue. Je sais même pas si je vais pouvoir arriver à parler. Oui, je te l'ai dit en plus, mais c'est pas évident. Mais même moi, je suis tout préparé, ça se trouve, je vais trembler comme une feuille, je vais même pas pouvoir y lire. Mais... De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut... Ouais. Non, puis je veux pas pleurer. À la limite, il vaut mieux pleurer maintenant et puis arriver à se ressaisir quand il faudra parler, quoi. Pour moi, c'est un petit peu un 2e enterrement d'Emilien, quoi. Parce que je sais qu'après, que ce soit la justice, que ce soit... Plus personne ne parlera d'Emilien à part toute sa famille, quoi. C'est surtout ça qui est un petit peu dur aujourd'hui. Quelques minutes seulement avant le début de l'audience, celui qui va être jugé entre à son tour dans l'enceinte du palais de justice.
Vincent, 28 ans, en blouson bleu et jaune, est accompagné de quelques proches et de son avocate. Pour la première fois, Mylène et les autres découvrent son visage. J'ai peur de ma réaction, que je m'en prenne à lui. Mais je sais que quand je vais parler, je ne vais pas regarder le juge, je vais le regarder lui, je vais le regarder dans les yeux et lui dire à cause d'une bouteille d'alcool, tu m'as pris ma vie et que je ne revivrai plus comme avant. C'est ma vie qui est fracassée. J'aimerais qu'ils s'en rendent compte. Je lui en veux tellement. Oui, la brille. Ce que j'avais fait de plus beau au monde, là. Je voudrais pas craquer pour pouvoir quand même dire quelques mots. Mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse m'avoir retiré mon fils. L'audience va débuter. Vincent comparaît libre, mais il vient de passer 4 mois en détention provisoire. Il risque jusqu'à 7 ans de prison pour homicide et blessures involontaires, avec une circonstance aggravante, l'alcool. D'autant que Vincent avait déjà eu un retrait de permis pour alcool au volant. À quoi pense Vincent à ce moment précis? Il nous l'a confié par lettre après le procès. Dès que j'entre, je m'assois et je regarde par terre. J'appréhende de croiser les regards des familles que je sens insistants. Je me sens responsable de la mort d'un homme et des graves blessures d'une femme. Grosse pression sur mes épaules. Je vais sûrement être traité d'assassin. Voilà, l'audience correctionnelle est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Il vous est reproché, monsieur, premièrement, involontairement causer la mort de Émilien Jacquet en coupant sa voie de circulation et en le contraignant ainsi à sortir de la route, avec cette circonstance que vous étiez sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé de 2,75 grammes pour 1000. Vous acceptez de répondre aujourd'hui de ces faits? Oui. 2,75 grammes alors? Qu'est-ce qui vous a amené dans cet état-là un matin à 8 heures? Je suis rentré du travail la veille au soir, vers 20h. J'étais en déprime, je crois que j'étais pas bien, donc j'ai commencé à boire un verre, et puis 2, et puis... Quoi comme alcool? Du whisky. Vous avez estimé votre consommation à quoi à peu près? Pratiquement une bouteille. Une bouteille? Pratiquement. Vous êtes couché à quelle heure? Je me suis couché, il me semble, vers 1h du matin à peu près. Vous avez dit au juge d'instruction 3h du matin. Donc peu de temps avant d'aller vous coucher. On est à des taux qui dépassent largement les 3 grammes. 3 grammes 20, 30, même au-delà. Et vous êtes levé à quelle heure? Je me souviens plus, 6h30 ou 6h15, il me semble. Vous vous sentiez comment en vous réveillant le matin? Je me sentais normal, entre guillemets. Je me sentais pas alcoolisé, en tout cas. Comment pouvez-vous l'expliquer? Parce que de fait, vous ne pouviez pas être bien avec ce taux-là. Je pense que c'est le phénomène d'accoutumance, quoi. Je vois que cette explication-là. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude ne résiste pas, est en coma éthylique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Non, mais... Vous roulez vite sur autoroute habituellement? Non. Alors comment expliquer ces moyennes élevées? Les gendarmes ont calculé une moyenne de 177 km/h. Je ne me suis pas rendu compte de la vitesse. Comment on peut ne pas se rendre compte de la vitesse? Le taux d'alcoolisation. Vous vous mettez légèrement sur le côté, monsieur. Mademoiselle Pelou, vous approchez, s'il vous plaît. Bonjour, mademoiselle. Donc, passagère du véhicule, malheureusement. Vous étiez pompier volontaire? J'étais pompier volontaire et je voulais faire pompier professionnel. Les pompiers, c'était ma vie et c'est terminé. C'est fini. En plus, j'ai perdu mon fiancé, donc c'est les deux choses qui m'empêchent de vivre comme il faut. L'insécurité routière, il faut qu'elle soit punie parce que c'est affreux. C'est affreux de prendre une vie d'un jeune de 20 ans et de briser celle d'une autre et puis d'une dizaine de personnes. Il n'y a pas de mots. Vous pouvez vous asseoir, merci. La nuit, j'arrêtais pas de faire des cauchemars. On voyait pas son visage, là au moins je sais à quoi il ressemble, quoi.
Oui. Puis au moins avoir pu le regarder dans mes yeux, lui montrer la tristesse que j'avais. Maintenant, c'est ce qu'il la comprend. Je voulais vous dire qu'Emilien était quelqu'un de bien, qui avait réussi son bac avec une mention bien, qui faisait du sport énormément, puis qui c'était un sourire permanent. Puis je comprends pas qu'à 3 grammes, on arrive à faire 50 km, qu'on se rende compte de rien et qu'on se croit en état de conduire. Quand j'entends cet individu dire « mais j'étais bien le matin », je trouve que c'est un scandale quand même. Puis bon, Emilien et Mylène étaient là, je dis, ça aurait pu être l'enfant du procureur. Hein, c'est la faute à personne. Ils vous ont rencontré au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais c'est bien dommage qu'il existe des gens comme vous. C'est tout ce que j'avais à dire. Madame Jacquet, est-ce que vous voulez parler ou... Mon plus grand bonheur a été celui de mettre au monde Rémi et Emilien. Et notre plus grande fierté d'en faire des hommes bien. Mais tous les jours, je me demande ce que j'aurais pu faire de plus pour qu'Emilien ne se trouve pas sur la route de moins que rien. Monsieur, vous pouvez revenir, s'il vous plaît? Au fond de la salle, une autre mère entend ces paroles qui accusent, ces paroles de détresse. C'est la mère du prévenu. Elle a accepté de nous répondre à visage caché. Elles m'ont beaucoup touchée, de voir leur détresse, de voir que cette femme, elle avait sa vie brisée, quoi. Moi, j'arrive pas du tout à me mettre dans l'idée que si j'avais perdu mon fils, comment est-ce que j'aurais pu réagir. J'ai beaucoup de mal à imaginer comment on peut vivre avec ça. J'ai trouvé qu'ils avaient été très dignes, même s'ils ont été violents dans leurs propos, mais on ne peut pas l'être à moins. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Est-ce que vous avez autre chose à nous dire ou pas? Juste dire que je suis désolé de ce qui s'est passé, même si je sais bien que ça ne changera rien. Je pense que les familles me voient de toute façon d'un mauvais regard. Ce qui est compréhensible, évidemment. Voilà, c'est tout. Monsieur le procureur de la République, le tribunal vous écoute en vos réquisitions. On parlait tout à l'heure de la fille du procureur. Bien sûr, à ma place, on pense à ça. On pense à ça, on touche du bois et on dit pourvu que ça m'arrive jamais. Parce que la circulation routière, c'est un contrat social. On est obligé d'avoir confiance et on peut à tout moment se trouver face à monsieur ou un de ses condisciples alcooliques qui va venir sortir de la route et tuer votre enfant. Et c'est insupportable. Si on écoute les victimes, 7 ans d'emprisonnement, c'est le maximum de ce dossier, c'est pas assez. 7 ans d'emprisonnement, c'est pas assez. Il faudrait qu'il soit enfermé à perpétuité. Il faudrait qu'on l'interdise de conduire à vie. Il faudrait qu'on lui attache les mains dans le dos et qu'il ne conduise plus jamais un véhicule. Parce qu'effectivement, si j'étais à la place des victimes, c'est ce que je voudrais. Mais la loi, c'est pas ça. Vous êtes des juges, vous devez prendre en compte, même si je ne vois pas beaucoup de circonstances atténuantes, la personnalité de monsieur. Parce que je décrypte une tendance suicidaire évidente. Mais ce qu'on oublie, c'est que s'il a envie de se suicider, qu'il le fasse. Mais qu'il ne le fasse pas en entraînant avec lui 2 jeunes personnes innocentes. Il faut que votre sanction soit exemplaire, il faut qu'elle préserve l'intérêt général, il faut qu'elle répare la douleur des victimes. Et même si vous devez prendre en compte la situation du prévenu, vous devez prononcer une sanction qui sera une sanction importante. Le procureur requiert 5 ans de prison, dont 4 fermes, le retrait du permis de conduire et l'interdiction de le repasser pendant 5 ans. L'audience est suspendue quelques courtes minutes. Les familles sont à quelques mètres les unes des autres. Le père d'Emilien s'approche de Vincent et de sa mère. C'est pour vous dire que vous, à la limite, même s'il est en prison, vous le verrez sourire. Le nôtre, il ne sourira plus jamais. Hein? Et nous, c'est la perpétuité qu'on a condamné. La mère d'Emilien dépose une rose en soie devant la mère de Vincent. Les 21 ans d'Emilien, c'était hier. Et j'ai offert une rose à sa mère en lui disant que c'est tout ce que j'avais pu offrir à mon fils pour son anniversaire. Quand on entend que lui il va être en prison, moi je pourrais plus le voir rire.
Ça m'a glacé de la tête aux pieds. Et je suis restée pétrifiée. Et je ne savais vraiment pas quelle attitude adopter parce qu'il n'y avait rien à dire. Je l'ai pris comme un geste contre moi en tant que mère. J'ai eu l'impression d'être jugée en même temps que lui. Il était dépressif, il y avait des hauts, il y avait des bas, et là, il était dans une période basse. Le tribunal, levez-vous. Vous vous sentez coupable ? Coupable, non, mais un peu responsable de ne pas avoir vu à temps qu'il allait si mal. C'est au tour de l'avocate de Vincent de prendre la parole. Monsieur n'est pas celui qui a passé une bonne soirée avec des amis, d'abord au café, on va boire un verre, 2 verres, et après, on va dire « je suis fatigué, je rentre chez moi ». Ce n'est pas celui qui dit « je prends mon véhicule parce que j'ai bu, je prends mon véhicule et je fais ce que je veux parce que la route m'appartient ». Ce n'est pas ça la réalité de monsieur. Il est seul. Cette solitude, cette dépression qui existe autour de lui, il sait qu'il la calme par l'alcool. Dans tout état de cause, il n'a pas, au moment où il boit, l'intention de prendre son volant. Il boit chez lui comme la loi l'autorise. À ce moment-là, il ne s'expose pas. Il ne se met pas dans un comportement à risque. Il est chez lui. Et puis, il va aller se coucher, sachant que le lendemain matin, il a décidé d'aller aider des amis qui vont déménager. Donc, monsieur n'est pas quelqu'un qui considère que l'autre n'existe pas. Monsieur le procureur vous demande 5 ans, donc 4 ans d'emprisonnement ferme. Quel est le sens, à part l'exemplarité, de cette détention? Je pense que le véritable sens, c'est que celui-ci poursuive son traitement, que celui-ci travaille pour indemniser les victimes. C'est une sanction énorme, parce que sa vie durant, monsieur, le poindre centime qu'il gagnera pourront être appréhendés par la compagnie d'assurance qui se fera rembourser des sommes qu'elle aura tout à fait légitimement versées aux victimes. Parce que c'est ça, sa réalité. La compagnie d'assurance, elle dénie sa garantie. Est-ce que chaque conducteur le sait ? Que aussi alors qu'on paye des assurances, que aussi on se croit assuré pour tout, et bien finalement, lorsque l'on a commis un accident d'état alcoolique, on n'a pas la garantie. Est-ce que ce n'est pas un élément d'appréciation de la sanction? Merci, maître. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour votre défense? Vous devez avoir la parole en dernier. Ma foi, j'ai rien à ajouter. Bien, l'audience est suspendue, le tribunal se retire pour délibérer. Levez-vous. Le tribunal, raisonnablement délibéré conformément à la loi, déclare coupable de l'ensemble des faits qui nous sont reprochés. Monsieur, vous êtes condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement. Cette peine est assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de 1 an. C'est une décision rare. Le tribunal ordonne un mandat de dépôt. Vincent est immédiatement arrêté pour être incarcéré. La peine, je pense que c'est à peu près dans la logique des choses. Sauf que, franchement, ça fait plaisir, entre guillemets, qu'ils repartent pas en même temps que nous. Ça, c'est important aussi. De savoir, demain matin, lui, il se réveillera en disant « Putain, j'ai fait le con ». Je crois que c'est important aussi. Une famille dans le deuil, une autre qui souffre. La mère de Vincent voudrait que les jeunes comprennent que dans ce genre d'affaires, ils entraînent leur propre famille dans la tourmente. Quand ils prennent le volant et qu'ils ne sont pas en état de conduire, ils ne s'en rendent pas compte. Donc je pense qu'ils sont encore moins compte qu'ils peuvent entraîner toute une famille dans la débâcle. Il n'y a pas que eux qui sont mis en cause, c'est tout le monde. Mon fils va payer et j'espère qu'en sortant, il arrivera lui à se refaire une vie et malgré tout à être heureux. C'est donc depuis sa cellule que Vincent nous écrit. Je suis de retour en prison, je craque.
Je pense souvent aux familles des victimes et à Mylène. Je suis conscient du mal que je leur ai fait. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. La culpabilité me hante. Je crois que je vais avoir ce poids sur ma conscience toute ma vie, et ma famille aussi. Mylène n'en a pas fini avec les procédures. Pour ceux qui sortent blessés, diminués d'un accident, l'indemnisation est longue, elle peut durer des années. À cause d'un accident, on est parfois forcé de renoncer à son emploi, à son salaire, et en attendant d'être indemnisé, il faut se débrouiller pour vivre. Pour Martine, tout est devenu très compliqué. Elle vit à Arpajon, dans l'Essonne. Sa vie a basculé il y a 18 mois quand son fils unique, Christopher, a eu un accident. Sorti de boîte, alcool, vitesse, Christopher ne conduisait pas, il était passager. Il vit dans un état végétatif. Depuis, Martine passe toutes ses journées au chevet de son fils. Aujourd'hui, pour Martine, ce n'est pas un matin comme les autres. Christopher quitte l'hôpital. Bonjour mon fils. Bonjour maman. C'est maman. Ça va? Je vais te chercher, on va rentrer mon gars. Tu vas rentrer chez mamie. Chris, regarde maman. Christopher, regarde maman. On va s'occuper de toi pour aller voir. Hein? Il a 22 ans. Qu'est-ce qu'il a comme séquelles? Un traumatisme crânien. Et donc, il ne s'alimente pas tout seul. Il ne marche pas. Il ne parle pas. Et il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Hein? Il n'y a que toi, mon père. Il faut que tu te battes, mon gros. Hein? Et les médecins vous disent quoi? Qu'il resterait comme ça, quoi. Il y avait peu de chances qu'il y ait des améliorations. Ils vous disent qu'ils comprennent? Ils disent que non, mais bon, ça, c'est eux. Et puis, moi, je suis sûre qu'il me comprend. Je suis sûre qu'il m'écoute. Et je suis sûre qu'il me répond à sa façon. Toujours peur sa tête, moi. Vous penserez à demander pour le lève-malade Oui, je vais l'appeler tout à l'heure. Les médecins sont formels, l'état de Christopher ne progressera plus. C'est pour cette raison qu'il doit quitter l'hôpital. Au revoir, Christopher. Martine a appris il y a quelques jours seulement que Christopher devait sortir. Le retour à la maison est un peu précipité. Au revoir. Au revoir. Au lendemain de l'accident, Martine a tout quitté pour suivre son fils à l'hôpital et en centre de rééducation. Elle a lâché son appartement et son travail. Tu vas aller voir maman. Elle était vendeuse en boulangerie. Le jour même d'accident, j'ai arrêté de travailler. Et pour le moment, tant qu'il a besoin de moi, je ne retravaillerai pas. Peut-être que je retravaillerai un jour, je le souhaite, parce qu'il n'aura plus besoin de moi. J'espère qu'un jour ça m'arrivera. Mais si ça n'arrive pas, je resterai avec lui tout le temps. Ça fait un fils unique. Et je suis fille-mère, je l'ai élevé tout seul. Moi, j'ai plus de raison de vivre si j'ai plus que ça faire. J'ai que lui, s'il s'en va, j'ai quoi? J'ai rien. Aujourd'hui, Martine est hébergée par sa mère. Christopher va donc vivre ici, dans un HLM, au 3e étage, sans ascenseur. Habituellement, il faut 2 ambulanciers pour transporter un malade. Aujourd'hui, ils sont 4 pour faire face aux étages. Martine, elle, est seule. Elle sait qu'elle ne pourra plus promener son fils dans son fauteuil roulant. Une fois dans sa chambre, Christopher ne redescendra plus. À l'intérieur de l'appartement, même les couloirs sont trop étroits. Allez, bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon courage. Ça va, mon petit cœur. Eliane est la grand-mère de Christopher. Elle a 60 ans, 14 enfants. Christopher est l'aîné de ses petits-enfants. Allez. Hein? J'adore ce gosse, hein. On ne peut pas le laisser à la rue, on ne peut pas le laisser. Il faut qu'on s'en occupe, personne n'en veut. Ouais. Les centres, il n'y a pas de place, l'hôpital, on n'en veut plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Au 3e étage, il y a un HLM, voilà. Vous l'en avez réduit, le malheureux. C'est révoltant, mais c'est comme ça. C'est pas vraiment une solution, mais j'en ai pas d'autre. Si ma mère me le prenait pas, on me le mettait n'importe où. Donc, il est hors de question qu'il se retrouve chez des personnes âgées en fin de vie. De quoi vous rêvez maintenant pour lui? Je voudrais bien qu'un jour, il puisse reprendre une douche tous les jours. Il me faut une baignoire adaptée, une salle de bain adaptée. Donc, c'est pas dans un appartement que je vais l'avoir. Pour qu'il ne manque de rien, Eliane et Martine ont sacrifié leur propre confort.
J'ai pas d'autre solution. Je dors dans cette chambre avec ma maman, dans son lit avec elle. J'ai 42 ans. Enfin, c'est sa chambre, elle est obligée de donner à Christopher. Pour donner plus de confort à son fils, Martine aimerait trouver un logement en rez-de-chaussée adapté à son fauteuil roulant. À peine Christopher installé, elle va courir les agences immobilières. C'est un de ses frères qui l'accompagne. Nous les suivons en caméra cachée. Bonjour. Je viens, c'est pour savoir si vous faites de location. Rien du tout en location. Rien du tout. Bonjour. Je voudrais savoir si vous avez des locations. Aucune location, désolé. Tant pis, merci. Aucune location. Je peux vous rappeler? Merci. De rien. Au revoir. Elle ne m'en parlera jamais. Les appartements en location sont rares, mais à force de persévérance, Martine va finir par en dénicher un, le rez-de-chaussée dont elle rêve. Mais là, problème, elle n'a pas de revenus. Depuis l'accident, l'assurance verse de l'argent à Christopher, mais seulement au coup par coup, en fonction de ses besoins. Ça veut dire que l'assurance, elle va débloquer une somme qu'elle va verser à votre fils. Voilà, pour payer le loyer. Et le fils va payer le loyer. Voilà. Et bah, supposons, moi c'est pour ça que je demande à ma responsable, supposons que votre fils il dépense cet argent et... Comment il va faire pour dépasser cet argent? C'est un lourd handicap, hein, il est végétatif, voilà. Comment on fait quand c'est comme ça? Régulièrement. Non mais j'ai personne chez moi qui a des biens, comment je fais? Parce que moi je travaille pas, je suis sa mère. Parce que moi je m'occupe de lui. Moi en tous les cas, tant que vous m'apportez pas une solution de garantie, j'ai pas de solution à vous proposer. Pourquoi vous pensez qu'il va pas vous verser l'argent? Je sais pas, je pense aujourd'hui on a trop de choses, on voit trop de choses. On voit tellement de choses aujourd'hui malheureusement qu'on ne peut plus faire confiance. Donc il faut effectivement qu'on ait des garanties. Et ces garanties malheureusement... Je suis d'accord avec vous, il y a des garanties. Mais vous voyez qu'un handicapé, il va pas courir, il va pas s'échapper. C'est pas le problème. C'est le problème. Non, c'est pas le problème. C'est qu'aujourd'hui il faut une garantie. Avant que mon fils avait sa chambre. Pas de garantie, pas d'appartement. Et Martine va se heurter à un deuxième problème, la loi qui protège les handicapés. Déjà, il faut l'autorisation du propriétaire quand même, parce que c'est pas une location ordinaire, si vous voulez. Par définition, si votre enfant présente un handicap majeur, qui effectivement l'oblige à avoir... la loi, malheureusement française, est ainsi faite que là, le propriétaire, il n'a pas beaucoup de recours. Parce que la personne est handicapée, vous voulez dire qu'on ne pourra pas l'expulser? Voilà, tout à fait. Je pense que c'est... C'est-à-dire qu'il sera extrêmement protégé. Donc on reloue jamais les handicapés, on laisse dehors. Non, si, c'est la logique, ce que vous êtes en train de sortir, c'est la logique. Au revoir. L'appartement en rez-de-chaussée ne sera pas pour eux. Non, ce qui m'a énervé en plus, c'est qu'il n'est même pas loué. Il est libre. Elle veut pas te le donner. Et là, je peux pas te dire, il serait bien. Hein. Il avait tout ce qu'il fallait. La nuit tombe, il faut se dépêcher de rentrer. C'est l'heure de réhydrater et d'alimenter Christopher. Oui, mais il faut qu'il boive. Mon père, faut que tu boives, hein? Ah oui, parce que là, je vais en donner à la 5 parce qu'il est en retard. Hein. Oh, mince. Par sonde, je lui donne à manger. Voilà, qui va directement dans son estomac. Depuis 18 mois, Martine a appris à faire ses gestes en observant le travail des infirmières. Oh, il va mon père. Tu manges, hein? Faut savoir, c'est un grand mangeur. Ouais, il aimait toute la bonne cuisine, quoi. Et je ne remangerai jamais de raclette sans lui. Et vous voyez faire tout ça pendant de longues années? Ouais, toute ma vie s'il faut. Martine n'est pas au bout de ses peines. Son avocate vient de l'appeler pour lui annoncer une mauvaise nouvelle concernant l'assurance. Alors, je vous confie ça, c'est une lettre que la m'avait écrite où elle dit clairement que Christopher doit aller dans un centre. Autrement dit, l'assurance refuse de payer les loyers d'un appartement pour Christopher. Elle préfère qu'il aille dans un centre pour handicapés, moins coûteux. La présence de Madame Pelletier n'est plus justifiée. Le cas de Christopher relève de l'institutionnalisation. La position inadmissible et qui me fait vomir est de dire elle n'aurait pas dû récupérer Christopher, il devait rester en centre, sa mère n'a pas à être là. Moi je sais pourquoi, parce que ça coûte moins cher et qu'on peut se dire qu'en centre il aurait peut-être attrapé une infection nosocomiale qui l'aurait envoyé à Patré. Autant d'économies pour l'assureur. Bah, mettez-le à votre nom. Plus question de tractation à l'amiable.
L'avocate décide d'entamer une procédure judiciaire pour obtenir l'argent de l'assurance. L'issue ne fait aucun doute, parce que la justice est proche des victimes et elle est juste dans ce domaine, c'est-à-dire que Christopher aura droit à ses tierces personnes, à sa maison, à son matériel, à tout ce dont il a besoin, plus son indemnisation. Néanmoins, le seul écueil, si vous voulez, d'être obligé de saisir la justice, c'est la lenteur judiciaire. Voilà. C'est la grande force de l'assureur. Il se dit, comment va faire Madame Pelletier? Elle va pas pouvoir attendre 1 an et demi les audiences, et peut-être qu'elle va accepter de remettre son fils dans un centre. En un mot, l'assureur essaye de jouer la montre. Pour gagner du temps, l'avocate va utiliser une procédure d'urgence, le référé, pour obtenir au plus vite de quoi payer quelques mois de loyer. En attendant, Martine poursuit sa recherche de logement avec sa sœur Karine. Karine occupe justement un appartement en rez-de-chaussée. Elle propose de le céder à Martine contre un autre logement libre dans le même immeuble. Mais l'office HLM refuse de faire cet échange. Martine vient chercher de l'aide auprès du maire de sa commune. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Bonjour. Alors, vous en êtes où? Eh bien, toujours au même point. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous pourriez céder votre rez-de-chaussée pour et prendre le 3e. Donc, vous pourriez avoir un échange, ça arrangerait tout, mais le bailleur vous dit que cet échange n'est pas possible. Et pourquoi? On n'en sait rien. Allô? Madame le maire appelle le directeur de l'office HLM. À nouveau pour ce problème de Madame Pelletier. Est-ce que ses revenus lui permettent d'être locataire? Est-ce qu'elle respecte les critères d'attribution? J'en ai aucune. Alors, tout sera au nom du fils. Et ça ne sera pas au nom de Madame Pelletier, puisque c'est l'assurance qui paie. Oui, c'est ça qui m'embête, c'est que moi je ne sais pas si réglementairement... Voilà, c'est comme les agences, toujours le même système. ...fournir pour monter un dossier d'attribution soit conforme. Mais bon, qui m'envoie les documents, on va regarder. Si il y a un logement libre, on tâchera de régler ça le plus rapidement. Alors je dis que ça sera dans le courant de la semaine prochaine. Hein. Bon, écoutez, je vous remercie de tout ce que vous faites et de tout ce que vous allez faire. Voilà, merci, au revoir. Merci, madame. Au revoir. Bon, je pense que la semaine prochaine, on devrait avoir enfin un déroulement heureux. Une semaine plus tard, Martine et Karine reviennent donc à la mairie. Les HLM ont donné leur réponse. Il n'y a pas actuellement de logement disponible de type F3, F4. Le seul logement libre de ce type est en cours d'attribution. Pas de chance, le logement libre était déjà réservé. Alors Alors hier, ils n'étaient pas loués, les appartements, aujourd'hui ils sont loués. Donc ils ont dû être loués cette nuit. Faut dire, la vérité, c'est des handicapés, je crois qu'ils gênent. Je me demande si vraiment ça intéresse quelqu'un, le problème à Christopher. Ça se demandait quand même. On dirait qu'on est en train de demander l'aumône. Ça me prend la tête, tu vois. Et franchement, la Karine, je suis à bord des nerfs. Je sens que je pète un câble. Il arrive un moment où tu pètes un câble. Je le sens. On dit qu'un logement, après il n'y en a plus, après il y en a un, après il n'y en a plus. Au fil des semaines, les journées de Martine sont les mêmes, partagées entre son appartement à trouver et beaucoup d'amour à donner. Ça part. Eh oh. Regarde ton chat. Ça y est, il a repris sa position. Fatigué, mon père. On va te laisser te reposer un petit peu. Hein? Tes yeux rouges. Tu entends ce que je te dis? Je t'adore. Martine ne se décourage pas. Elle décide de faire signer une pétition. Où tu veux monter? Moi je suis au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, moi je vais au premier. Le premier ou le deuxième? Je monte au deuxième. Bonsoir. Bonsoir. Je fais une pétition pour mon fils qui a eu un accident de la route il y a 2 ans et qui habite au 3e étage. Il est en fauteuil roulant, il ne peut pas sortir. Donc on fait une pétition pour qu'il puisse au moins avoir un rez-de-chaussée. Merci beaucoup. Au revoir. C'est pour Christopher. Oui. C'est pour qu'il ait le droit à un logement comme tout le monde. Tu connais Christopher? Oui. C'est ce qui est arrivé? Oui. Merci. Allez, bonne soirée. Dans le quartier, tout le monde la soutient. Il n'y a personne au 4e. Quand elle aura recueilli 500 signatures, Martine ira les déposer en mairie dans l'espoir de débloquer la situation.
Mais le combat de Martine est loin d'être gagné. Madame le maire elle-même avoue son impuissance. La commune ne possède aucun logement. Elle a des droits sur des logements, mais qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent aux bailleurs. Nous les attribuons, mais il faut que le bailleur soit aussi d'accord avec les personnes qu'on leur propose. Eux veulent un document de l'assurance et l'assurance refuse de donner un tel document. Donc on est dans un cercle vicieux, c'est-à-dire le serpent qui se mord la queue. Et donc donc pour l'instant, je ne vois pas d'issue. Oh, câlin bébé. Aujourd'hui, Martine ne tire pas les rois. La galette, c'est pour fêter les 23 ans de Christopher. Il y va dans sa chambre, Titi. Hein. Il est là, t'aimer, mon père. Là, il est 5h20, là, t'aimer. Bon anniversaire, mon cœur. Mmh. Bon anniversaire, Chétane. Alors, message. C'est Franck. Tous mes vœux pour vous et un bon rétablissement pour Chris, ainsi qu'un bon anniversaire. Après plus de 6 mois de recherche, Martine et Christopher n'ont toujours pas de logement à eux. Joyeux anniversaire et gros bisous à Chris pour ses 23 ans. À plus. Oui, c'est très difficile même de fêter l'anniversaire de Christopher. Hein. On le fête, mais enfin, disons que le cœur n'y est pas, quoi. Vous en êtes où, là? Au point mort. 3e étage, sur l'ascenseur. Non, les gens s'en foutent de tout. Ça les concerne pas, alors. Certains assureurs jouent la montre pour payer le plus tard possible. Ça reste légal. Mais parfois, pour ne pas payer, on frôle l'escroquerie. Séverine en a fait la triste expérience. Séverine vit à Alençon. Elle a 3 enfants. À ce tableau de famille, il manque un père, celui des 2 petites dernières. Sébastien est mort dans un accident de la route. Florian, il avait 7 ans. Cécilia avait 3 ans et demi. Et puis j'étais enceinte de 7 semaines de la petite Cléa. Malheureusement, elle n'a pas pu le connaître. Le connaître en photo. Sébastien était un jeune père de famille. Ce soir-là, il sort avec son groupe de copains. Parmi eux, Christophe Carré, un ami de longue date. On a décidé d'aller en boîte de nuit, tous ensemble. Donc moi, sur le trajet, ça me tournait un peu la tête parce que j'avais vraiment bien bu, j'avais bu avant tout le monde, quoi. Donc j'ai dit à mon copain William de me remonter chez moi parce que j'étais incapable de marcher. J'étais ivre. Et donc William m'a remonté chez moi, m'a couché et ils sont partis, quoi. Ils partent sans Christophe, mais en empruntant sa voiture. William prend le volant. Sur la route du retour, c'est l'accident. 2 morts, dont Sébastien, le compagnon de Séverine. En plus du drame et du deuil, Séverine se retrouve sans argent. Elle ne travaille pas, c'est Sébastien qui faisait vivre sa famille. Du jour au lendemain, elle n'a plus rien. À Paris, des avocates sont en charge de ses droits. Procédure classique, elle demande en urgence une somme d'argent à l'assurance pour Séverine et ses enfants. En principe, il ne devait y avoir aucune difficulté puisque Sébastien était passager transporté dans un véhicule qui était assuré. Il n'avait aucune responsabilité possible dans l'accident. Donc, il ne devait y avoir aucun débat. Mais l'assureur avance un argument inattendu. L'avocat de la compagnie d'assurance a indiqué qu'on devait s'interroger sur la question de savoir si le véhicule dans lequel Sébastien se trouvait n'avait pas été volé par notamment Sébastien et ses autres compagnons, puisqu'effectivement le véhicule appartenait à M. Carré qui avait fait le choix de rester à son domicile. Si Sébastien et ses copains ont volé la voiture, la situation change du tout au tout. Le dossier devenait épineux du point de vue de l'indemnisation, puisque le Code des assurances prévoit que les auteurs d'un vol ou les complices d'un vol, ainsi que leurs ayants droit, ne sont pas couverts pour les dommages qu'ils ont subis. Ça signifiait pour la famille de Sébastien qu'à partir du moment où le propriétaire du véhicule déclarait qu'on lui avait volé son véhicule et que Sébastien pouvait donc se retrouver complice de ce vol,
aucun des ayants droit de Sébastien n'avait plus dès lors de droit à indemnisation. 0. Pour Séverine, la sanction est immédiate. Aucune somme d'argent ne lui est versée. Fais attention avec ton ballon parce qu'il y a des routes là. T'attends pour traverser, Cécilia. On traverse. Au lendemain de l'accident, elle se retrouve seule avec ses 2 enfants, enceinte du 3e, avec 300 € d'allocation par mois et la mémoire de son compagnon souillé. J'en ai pas du tout. Qu'est-ce que vous avez ressenti? De la colère, une grosse colère. Je me suis retrouvée en pleurs quand j'ai reçu le courrier parce que je m'y attendais pas du tout, quoi. C'est un choc énorme, quoi. D'être accusé de vol alors que il a jamais fait ça. Il était avec des amis ce soir-là. Dire ça sur des gens qui ne sont plus là pour se défendre, c'était salir sa mémoire. C'est horrible. Christophe Carré a bien déposé plainte pour le vol de son véhicule. Mais en consultant le document, les avocates s'étonnent. Le vol n'a jamais été évoqué dans les semaines qui ont suivi l'accident. La thèse du vol tient d'autant moins que la concubine de Christophe était dans la voiture ce soir-là. Les avocates alertent le juge d'instruction. Christophe est convoqué une 2e fois et là, il avoue tout. J'ai menti, oui, j'ai menti. Il m'a jamais volé mon véhicule. Donc devant la juge, j'ai dit la vérité, j'ai déballé mon sac, quoi. Christophe explique alors au juge que c'est son assureur qui lui a demandé de porter plainte pour vol. J'ai été déclaré l'accident donc à mon assurance. Ils m'ont dit que ça, avec les 2 décès, qu'il allait avoir des grosses amendes à payer. Donc si je portais pas plainte contre vol, ça allait se retourner contre moi, quoi. C'est moi qui aurais trinqué, quoi. C'est moi qui aurais payé les amendes, quoi. Je fais, moi j'ai rien à voir là-dedans, je n'étais pas dans la voiture. Il me fait, oui, mais c'était votre voiture. Donc c'est vrai que j'étais pris de panique, quoi. Je savais plus quoi faire, quoi. Donc vous avez porté plainte pour vol? Donc voilà, j'ai porté plainte pour vol. Et donc après, oui, avec regret, avec du recul, j'ai changé tout ça, quoi. Et j'ai dit la vérité, quoi. Je me suis senti soulagé. Oui, un gros soulagement, quoi. Les larmes, j'ai pleuré dans le bureau, j'ai craqué complètement devant la juge, quoi. Un gros soulagement, un gros poids d'enlever. Ce jour-là, pour Séverine, c'est la première bonne nouvelle depuis bien longtemps. Et là, vous avez ressenti quoi? Un soulagement pour Sébastien. Pour la mémoire de Sébastien, un vrai soulagement. Mais ça ne le fera pas revenir pour autant. Grâce aux aveux de Christophe, 6 mois après l'accident, Séverine touche enfin un peu d'argent pour elle et ses enfants. Mais pour Christophe, les ennuis continuent. Après sa volte-face, son assureur le radie. Et ce n'est pas tout. Son assureur est aussi son banquier et il se retrouve désormais interdit d'emprunt. Il va nous en donner la preuve en allant solliciter un crédit dans son agence bancaire. Nous l'accompagnons en caméra cachée. Bonjour. Vous avez réfléchi à ce que vous faites? À peu près 1 500 €. Donc je crois que je suis bloquée pour faire les emprunts. Vous avez des nouvelles de la suite du dossier? Ce que je sais que c'est passé en jugement, mais bon, j'ai pas été convoqué ni quoi que ce soit. Alors il est toujours en suspens la possibilité que l'assureur se retourne contre vous et vous demande de rembourser ce qu'ils ont avancé en dégâts envers les tiers. Pourquoi? Je sais pas si ça va se faire ou pas. Hein. Moi, j'ai pas de nouvelles du dossier, pas plus que vous. Bah moi je voyais pas moi. Hein. Donc je sais pas si... Mais il pourrait très bien le faire. Donc ça veut dire qu'il y a un peu l'épée de Damoclès que tu as la tête, quoi. Moi ce que je comprends pas, c'est quand même, j'arrive pas à comprendre. Moi je paye une assurance tous les mois. Oui. Aujourd'hui l'assurance paye la famille et l'assurance peut me redemander l'argent. Ouais. Elle sert à quoi l'assurance alors? L'assurance a couvert les autres. Elle ne pas couvert vous. Vous me laissez un peu de temps que je demande à mon directeur? Avant, vous n'étiez pas obligé de demander au-dessus pour que je fasse ça. Et maintenant, vous êtes obligé de demander. Ah oui. Mis totalement hors de cause par la justice, Christophe aimerait en savoir plus. Il demande à voir son assureur. Un conseiller en clientèle le reçoit. Je veux dire, le PEN n'intervient plus dans votre dossier. Ne peut plus vous assurer. Oui, justement, les autres assurances, c'est pareil. J'ai été radié. Ah, c'est possible, oui. C'est possible, ça, monsieur. Ça ne me surprend pas. C'est-à-dire qu'on a un fichier qui s'appelle AGIRA, qui est un fichier comme pour la Banque de France, un fichier central que tous les assureurs consultent. C'est-à-dire que ce soit par les... Parce que moi, dès qu'il mettait mon nom, paf, il ne pouvait pas m'assurer. Vous êtes fiché, c'est sûr. Vous êtes fiché, c'est sûr. Parce que le CENIS, c'est pas moi qui étais au volant. Et puis le jugement est passé, moi, j'ai rien.
Moi, j'aimerais déjà savoir réellement pourquoi les gens m'ont radié. Bon, ça vous surprend, je pense que ça a dû coûter très cher à la compagnie, non? Donc c'est quand même nous qui avons trinqué. Le coût que ça coûtait, les millions, les milliards de centimes que ça coûtait, c'est pas vous qui allez payer. Donc c'est nous qui allons payer. Donc on a ce droit, nous, de vous radier. Vous comprenez? Oui. C'est tout. Après, maintenant, on cherche pas à savoir si vous êtes responsable ou pas. C'est pas notre souci. Vous avez porté plainte pour vol? Non. Et vous n'avez pas porté plainte? Non. Donc, voilà, c'est peut-être l'explication aussi. Hein. C'est-à-dire que vous acceptez toutes les conséquences si vous ne portez pas plainte. Hein. Vous allez porter plainte, peut-être qu'on pourrait parler d'autre chose. Et la dame disait que vous pourriez vous retourner contre lui. Oui, oui, c'est possible, mais on peut vous trouver une faute par négligence. Vous savez, les fautes, c'est pas forcément ce que l'on croit. Hein. Bah, j'étais pas dans la voiture, moi. Ah bah, il suffit pas d'être dans la voiture pour être responsable, monsieur. C'est ça le problème. Vous êtes responsable de ce qui se passe avec votre voiture. Vous aviez une possibilité que vous n'avez pas utilisée, c'était le dépôt de plainte. Je pense que ça aurait changé les choses pour votre... Et pour les aussi, ça aurait changé quelque chose. Bon, vous n'aurez pas gardé quand même. Hein. Bah voilà, et vous avez rien eu à payer. Les familles, ils n'ont rien touché non plus. Je sais pas. Ça, je sais pas. Aujourd'hui, Christophe est assuré auprès d'une compagnie qui prend en charge les chauffards, mais qui fait payer des cotisations beaucoup plus élevées qu'un assureur traditionnel. Séverine, de son côté, n'en a pas fini avec les procédures judiciaires. Pour l'instant, Cléa, la petite dernière, n'est pas considérée comme une victime car elle est née après le décès de son père. Elle ne peut donc prétendre à aucune indemnisation. Je n'ai rien eu pour Cléa parce que pour l'instant, elle ne porte toujours pas le nom de son papa. Vu qu'elle ne porte pas le nom du papa, ce n'est pas sa fille pour l'instant, pour le tribunal. Sébastien et Séverine vivaient ensemble depuis 5 ans. Ils avaient une fille et en attendaient une autre. Mais aujourd'hui, Séverine doit prouver la paternité de Sébastien. Il y a un test ADN qui a été fait donc, sur Sébastien le jour même de son enterrement, justement, pour prouver après quoi, que c'est bien elle, sa puce, quoi, sa petite fille. C'est des beaux dessins. Mais le procureur n'a toujours pas ordonné qu'un prélèvement soit fait sur le bébé. Pourtant, Séverine aimerait que Cléa, qui a maintenant 7 mois, porte le nom de son papa. Il n'y en a plus? Moi, c'est tout ce que je demande, de toute façon. Qu'elle ait au moins ça de son papa, on va dire. Un jour, Cléa portera le même nom que sa sœur Cécilia. Mais aux yeux de la justice, les 2 fillettes ne sont pas victimes au même titre. Cécilia, qui a connu son père, souffre de sa disparition et sera indemnisée. En revanche, pour Cléa, naître sans père n'est pas considéré comme un préjudice moral, mais seulement comme une perte financière. Son indemnisation sera donc moins élevée. Nous avons retrouvé Mylène 2 mois après le procès. C'est un grand jour pour elle. Comme 700 000 jeunes cette année, elle va passer son permis de conduire. 13 mois après l'accident, elle tente de vaincre ses peurs. J'ai les jambes qui tremblent en fait, c'est ça le truc. J'avais peur de la route et c'est déjà aller contre ma peur. J'ai franchi un cap et j'aimerais vraiment aller jusqu'au bout et réussir au moins pour mon fiancé. C'est lui qui me poussait à conduire, c'est lui avec qui j'ai conduit la première fois et l'avoir, ce sera vraiment une victoire. C'est vraiment une chose qui me tient à cœur. Ça m'aidera à avancer dans mon chemin, quoi. Ça fait 1 an que je me bats, que je passe des examens, comme mon bac. C'est vrai, la réussite me dit que je suis vivante et que j'ai encore mes capacités à pouvoir réussir certaines choses. Donc si j'ai le permis, avec toutes mes peurs de la route, là, ça c'est vraiment vaincre mes fantômes. Après 3/4 d'heure de conduite, Mylène est de retour. Voilà Mylène, c'est officiel. Tu as ton permis. C'est sûr? Dis donc, ah oui, je suis sûre, Mylène, je suis sûre. Je te renverrai un courrier téléguidé, commandé, tout ce que tu veux, c'est sûr, c'est bien. C'est bien. Ils sont super.